Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série sur le couple sacré et nous avons le plaisir de recevoir Deborah et Emerson, brésiliens tous les deux, qui sont responsables de l'école d'écologie intégrale à Salvador de Bahia. Bonjour à tous les deux. Bien. Donc nous avons une série de questions et le but, c'est que vous puissiez répondre très naturellement et de manière très authentique à toutes ces questions. Voilà, donc super de vous avoir ici aujourd'hui. Merci. Et puis, donc la première question, ça serait vraiment de vous connaître un peu mieux. Donc, si vous pourriez vous présenter l'un et l'autre en quelques phrases, ça serait génial. Bon, je suis Deborah Nunes. Je suis une enseignante à l'Université de Bahia. Je suis mariée à Emerson depuis 43 ans. Nous avons 2 enfants ensemble. Nous sommes aussi des fermiers. Nous avons créé une ferme qui s'appelle la ferme de l'avenir et aussi une communauté qui s'appelle la communauté Ecovila do Alto Lindo. Et notre école que vous avez citée, École d'écologie intégrale, a été fondée il y a 10 ans. Et c'est un peu la continuité d'un travail de professeur, que nous sommes tous les deux, mais que on a voulu avoir une idée de formation plus vaste que la formation mentale qui existe dans les universités. Donc, on a fondé une école qui travaille le corps, le cœur, le mental et l'âme. De ma part, je suis Emerson Andrade Sales, ingénieur chimiste qui a toujours travaillé pour des questions de l'environnement. Tout le temps, j'ai fait des études sans arrêt depuis que j'étais jeune. Et pour cela, j'ai commencé à travailler dans l'industrie lourde, de pétrole même. Mais après, j'ai vu que c'était pas ma place. Et je suis allé dans un centre de recherche. Et après, j'ai fait des doctorats, etc. Et je suis devenu un chercheur. Et tous mes projets sont liés à l'environnement. Et aujourd'hui, bon, après tout cela, je suis devenu professeur à l'Université fédérale de Bahia, où j'ai encadré des dizaines des étudiants de master et doctorat, et j'ai créé un labo de recherche qui a finalement développé une technologie de montrer qu'on n'a pas besoin de pétrole. C'est justement, je considère ça comme un cycle parce que j'ai commencé à travailler dans ma vie professionnelle exactement avec l'industrie pétrochimie. Et aujourd'hui, je consacre tout mon temps de travail au-delà de la ferme à ces projets pour montrer que ça marche, à faire des démonstrations au niveau pilote. Et avec Deborah, on a eu beaucoup de projets en commun, en partenariat, y compris cette école d'écologie intégrale. Bon, pour le moment, je crois que c'est un bon résumé. En niveau personnel, je cherche toujours de comprendre mon rôle dans cette vie, qu'est-ce que je peux contribuer à l'ensemble de l'univers. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, cette conversation que l'on initie aujourd'hui avec vous a comme sujet le couple sacré. Et donc, vous êtes mariés, mais vous travaillez ensemble. Vous êtes aussi partenaires de travail. Donc, votre relation englobe beaucoup d'aspects d'une relation entre deux êtres. Donc, ma première question pour vous, après cette présentation, c'est qu'évoque pour vous la notion de couple sacré? Je
Je pense que c'est une très intéressante idée, mais qu'il faut la prendre avec soin parce que dire que quelque chose est sacré donne beaucoup de responsabilités et le sacré aussi exige du travail, un travail choisi pour sacraliser quelque chose. Donc on se demande si on a fait ça, si on a si cette consécration, cette sacralisation de notre rapport est vraiment à la hauteur qu'on puisse nous dire un couple sacré. Mais je peux vous raconter pour commencer que depuis quelques années, on a un rituel, c'est en fait un rituel de l'école, d'écologie intégrale, pour ritualiser notre contact avec l'âme, c'est de chanter chaque jour à 18 heures un petit chant pour notre féminin sacré et notre masculin sacré, le yin et le yang. Et on le fait depuis des années et des années ensemble. Donc Emerson fait la voix masculine du chant du masculin sacré, je fais la voix féminine, même si les deux chansons ont été composées par moi. Et je pense que ça, oui, c'est un travail. C'est un travail d'harmonisation, c'est une sacralisation d'un moment de la journée pour qu'on puisse être plus complet en tant que personne. Donc, dans chacun de nous, il y a le masculin sacré, le féminin sacré. Et dans notre perspective, si on harmonise ces deux parties de nous-mêmes, nous sommes en train d'aider le monde aussi à harmoniser ces deux parties, donc de passer l'exagération du pouvoir masculin, de donner de l'espace pour que le féminin puisse se développer. Bon, dans cette petite chose, je pense que oui, on peut se dire qu'on fait un travail de sacralisation de notre couple. De ma part, je vais un peu plus loin parce que il y a plusieurs compréhensions du mot sacré et je pense que notre rapport, il est sacré depuis le début. Parce que quand on s'est vu dans la rue, dans la lutte contre la dictature militaire au Brésil, il y a 43 ans, il y avait quelque chose qui on ne peut expliquer que par une étincelle, quelque chose de l'univers qui nous a réunis, parce que c'était très peu probable qu'on allait se rencontrer de nouveau, y compris parce qu'à cette époque, on était dans la rue et on faisait des choses qui étaient interdites par la police. Et après, à cette époque, il n'y avait pas du tout de portable, je sais pas quoi. Et j'ai même demandé son nom, où elle habitait, rien. Mais on s'est retrouvés de nouveau dans ce parcours. Et après, je suis elle avait dit à son amie d'enfance, quand elle m'a vu, qu'elle dit, je pense que cet homme sera important dans ma vie. Et moi, de ma part, c'était la même chose. Et même qu'on a eu des problèmes que tous les couples les ont, au niveau personnel, on a eu 3 fois qu'on s'est séparés, mais on s'y retrouve de nouveau. C'est-à-dire, à mon avis, il y a quelque chose qui va au-delà des compréhensions banales ou matérielles. Il y a quelque chose de sacré dans ce sens-là. Je continue un peu. Ce qu'Emerson évoque sur le sacré de notre relation, toutes les coïncidences, toute la reconnaissance d'âme qu'on a eue quand on s'est connus, je pense que c'est vraiment un aspect intéressant de cette idée des couples sacrés, mais dans mon point de vue, beaucoup de couples ont des rencontres d'âme et cela ne
peut-être ne se développe pas en plus qu'un rapport familial, d'enlever les enfants, de constituer une famille, que c'est aussi une chose sacrée. Mais dans ma compréhension, l'idée d'un couple sacré, sont deux personnes qui se retrouvent pour construire quelque chose qui est plus grand qu'eux et qui est plus grande qu'une famille, qui est au-delà d'une famille simplement. Dans mon point de vue, c'est un couple qui réalise des choses ensemble, qui leur rencontre promeut quelque chose que chacun de son côté ne pourrait pas faire. Et dans ce sens, peut-être, on a été partenaires depuis 43 ans pour réaliser beaucoup de choses qui nous dépassent et qui dépassent notre famille. Là, je suis d'accord aussi, mais je crois qu'elle a anticipé les choses. Ouais. Bah, c'est justement, donc, c'est super intéressant. Donc, comment vous voyez que ça se manifeste pratiquement dans votre vie quotidienne maintenant? Peut-être aussi un petit peu plus depuis quelques années, ou quand est-ce que ça a commencé à devenir plus sacré, entre guillemets, et si vous, dans le sens de quelles ressources vous prenez, quelles sont les possibilités, quelle est la magie qui se passe derrière, et est-ce que vous avez des exemples exacts ou plus concrètes qui illustrent cette collaboration que vous avez dans votre couple sacré, si on veut. Ouais. Plusieurs exemples, parce qu'on fait pas mal de choses ensemble et tout le temps, on n'avait pas trop de problèmes pour réaliser les choses exactement parce que c'est comme si tous les deux regardaient au même futur, au même point là, et on employait nos capacités, le meilleur qu'on a dans notre être pour réaliser ça. Et on peut citer pas mal d'initiatives et qui quelquefois, elles ont commencé d'une façon indépendante, comme par exemple, j'ai commencé dans l'année 2006-2007 un projet dans l'université qui s'appelait UFIBA écologique. UFIBA, c'est l'Université fédérale de Bahia. Et Déborah aussi, elle a commencé un projet de consommation consciente dans sa fac, qui à l'époque était une fondation. Et après, les projets que Déborah a commencé, il était tellement intéressant et agrandi que nous, moi et mes étudiants, nous sommes venus en support et on a fait un réseau à créer parce qu'elle travaille avec l'économie sociale et solidaire. Et les étudiants d'économie, ils faisaient la gestion de la banque solidaire. Pour vous donner une idée, ces projets, on a réalisé pendant 13 ans et on a réuni dans un week-end au mois d'octobre tous les ans à Salvador des milliers de gens. Ça a été dans un week-end, les gens ont dit que c'était 15 000 personnes et on avait 400 bénévoles pour nous aider à organiser. T'imagines qu'un truc de cette taille qui est sorti d'une salle de cours de Déborah et d'un projet que j'ai commencé. Mais nous, quand on s'y met ensemble et on donne des supports l'un à l'autre, les choses vont très loin. C'est vrai que tout cet engagement avec la question de l'environnement
nous a amené à faire beaucoup de choses ensemble. Moi, dans un aspect plus humaniste, je suis architecte, urbaniste, je travaille beaucoup avec la sociologie, la démocratie participative. Emerson est un scientifique pur et dur. Et les deux approches nous ont permis de réaliser beaucoup de choses au-delà de nos possibilités personnelles et de mobiliser des réseaux d'amis, des réseaux de collègues, des étudiants. Donc, le fait qu'on était ensemble, qu'on comptait un sur l'autre, nous a permis, en tant que partenaires, de réaliser des choses qui comptent sur cette conscience à propos de l'environnement, du besoin de changement de paradigme, de changement de mode de consommation, de changement de mode de relations humaines, et aussi un rapport plus sacralisé avec la nature. C'est ça les 4 intelligences finalement de l'école qu'on a fondée après. Et nous s'y sont mis en collaboration et nous sommes très différents. Nous avons des talents très, très, très différents. Et très complémentaires. Et très complémentaires. Et ça commence à la maison. Nous avons des rôles à la maison qui sont bien typés. Donc, moi, j'adore faire la cuisine. Lui, il adore faire le bricolage et aussi le ménage. Donc, et là, on se dispute pas. On partage, on collabore et les choses se font. Et je pense que cet entraînement domestique, même si on a eu dans notre histoire, longue histoire en tant que couple, beaucoup de difficultés sur plein d'aspects, dans des choses très pratiques, on tout simplement reconnaissait le talent l'un de l'autre, on savait qu'on pourrait compter l'un sur l'autre. Et cela déborde vers l'espace public avec le projet. On a fait ensuite au Bréchot, pendant le Bréchot, on a fait un grand projet pour les écoles publiques pour que cette conscience écologique puisse être présente dans le quotidien de l'école. Nous avons un grand projet qu'on a fait dans la banlieue de Salvador, avec beaucoup d'écoles publiques. On a formé les professeurs, 150 professeurs de l'école publique, pour faire des choses qui soient vraiment une sensibilisation pour une prise de conscience des étudiants et d'eux-mêmes sur les questions des changements climatiques, etc. Et on a changé ces écoles-là, complètement changé l'école elle-même, et les étudiants et les professeurs. Et donc, après, ensuite, l'école d'écologie intégrale, elle est aussi le fruit d'un partenariat entre nous. Et je pense que la question centrale, c'est la confiance. On connaît l'un et l'autre les capacités et on sait qu'on peut compter sur ces capacités dans des projets communs, toujours dans ce qu'Emerson a dit, une vision commune du besoin de que chaque être humain puisse se responsabiliser sur ce qui se passe dans le monde et faire sa part et assumer sa responsabilité en changeant soi-même. Ça, c'est le slogan de l'école, changer soi-même pour changer. Dans ces partenariats concrets, dans des actions concrètes du jour le jour, je pense que l'amour qui nous unit, la confiance qu'on a l'un sur l'autre, se manifeste dans plusieurs petites choses de synchronicité pour que les choses puissent se réaliser. Bien, merci. Donc, merci de ces témoignages. Donc, maintenant, j'ai une question un petit peu plus aussi, qui concerne un petit peu le développement personnel de chacun, parce que vous vivez en couple et il y a plein d'aspects de votre relation. Il y a cette collaboration, ce partenariat. Est-ce que ça veut dire que la totalité de votre chemin individuel, de votre propre âme, s'est fondue dans cette collaboration de couple, ou est-ce que vous gardez cette
cette individualité et ce chemin personnel, et dans quelle mesure ce chemin personnel que vous avez chacun se trouve enrichi également par cette dimension du couple. Je pense que mon parcours, jusqu'à un certain moment, était très mental, jusqu'à finir mon doctorat, que je l'ai fait en France. Quand je suis rentrée au Brésil en 98, je ressentis ce vide d'avoir accompli un doctorat et une envie de remplir ma vie de choses qui étaient plus larges que le développement mental d'une thèse et tout ça. Et là, je pratique le yoga. Après 10 ans plus ou moins de yoga, j'ai essentiellement un travail d'asana sur le corps, mais de le comprendre chaque fois plus profondément comme ce parcours du yoga m'a amené à la médecine chinoise, à la méditation, à une sensibilité plus large sur ce développement spirituel, et j'ai été très engagée dans cette voie. Donc, je suis allée très loin dans ma possibilité personnelle pour retrouver, reconnaître et être plus en contact avec mon âme. C'est pour ça que l'école aujourd'hui, elle parle autant de cette intelligence de l'âme comme quelque chose de fondamental, qu'il faut entraîner aussi, comme le corps, comme le cœur, comme le mental. Et mon parcours personnel, je dirais qu'il était à côté du couple, mais très poussé par la vie en couple. Parce que pour moi, la solitude, la méditation, les marches solitaires m'aidaient aussi pour vivre en couple. Un couple qui n'est pas simple, deux personnes qui ont beaucoup de personnalité, donc qui avaient ces défis. Donc pour moi, le développement spirituel, il était aussi pour permettre que le couple puisse continuer. Donc c'est à la fois une recherche très personnelle et un support au couple. C'est là que je suis 100% d'accord parce que je me sens responsable pour le développement personnel de Déborah, parce que c'est un défi qui ça fait une élévation spirituelle pour elle, pour pouvoir me supporter. Et comme ça, je suis un catalyseur de sa illumination. Et aussi en même temps, je remercie beaucoup à l'univers de vivre avec elle, parce que elle est comme une espèce de gourou pour moi, dans ce niveau-là, parce que j'étais toujours une personne un peu inconscient au niveau spirituel. Je sais que j'ai une puissance intérieure. Je sens le peuple ancestral brésilien dans mon propre âme. Je sens ça parce que je sais ça, et Déborah le sait aussi, parce que j'ai une telle sensibilité pour des choses de la nature. Et toutes les fois qu'elle va sortir, elle demande à moi s'il va pleuvoir ou pas. Et je sais, je sais pas pourquoi, mais je sais s'il va pleuvoir ou pas. Et ma grand-mère, elle est issue d'une tribu, la maman, qui m'a permis y compris de changer ma vie, quand j'ai raconté dans la première question que j'ai sorti de l'industrie du pétrole. Ça a un rapport avec celui-là, parce que tout le monde était préoccupé avec les produits qui sortaient de l'industrie, et moi j'étais préoccupé à l'air
à la pollution de l'air, à la pollution de sol qu'on faisait à grande échelle, à l'eau souterraine qu'on était en train de contaminer. C'était ça mes soucis principaux, c'était pas combien de tonnes on était en train de produire des produits. Et, et, et au fil des années, j'ai commencé à poussé par Déborah surtout, à plonger dans des questions fondamentales, à plonger vers moi-même, décider d'habiter à l'extérieur. C'est pas facile de vivre d'abord aux États-Unis quand je suis allé, après la France que nous sommes allés ensemble, et après en Inde. Quand on a découvert l'Inde, ça a été pour nous un cadeau. Bon, ouais, bah merci. Maintenant, vous avez pas mal parlé du côté du développement personnel et du côté spirituel du couple. Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des challenges ou des obstacles particuliers sur votre chemin dans la construction de cette entité de couple? On a eu beaucoup de challenges. Notre couple était toujours très mouvementé. On s'est séparés plusieurs fois. On n'a jamais été de voyager, de faire tout ce qu'on fait aussi révèle que nous sommes tous les deux très... on est en mouvement. Et donc, être en mouvement avec quelqu'un, c'est toujours un défi. Mais je pense aussi que cette immaturité masculine, et ça c'est très courant, c'est pas seulement mon couple, les femmes d'une manière générale ressentent ça, qu'elles sont plus dans la profondeur du rapport de couple et que les hommes sont plus dans la superficie. Et donc c'est un challenge de pouvoir aller vers quelque chose de Emerson, de parler de lui-même avec cette humilité, parce que je pense qu'on connaît ça dans la société. La plupart des fois, les femmes sont plus mûres que les hommes. Elles assument plus une direction adulte du couple, de la famille. Et on est dans un monde patriarcal qui met l'accent sur l'argent, sur le pouvoir. Donc, tout ce rôle féminin n'est pas si... par mon rapport avec mes amis, je vois que c'est un vrai challenge pour les femmes d'avoir un rapport avec des hommes qui sont beaucoup très infantilisés. Même parce que la société, quand elle les pousse à figer son attention sur le travail, sur l'argent, sur les succès professionnels, économiques, ça leur infantilise. En fait, c'est juste une petite partie de sa vie et une grande partie des hommes consacrent son attention, pas différent d'autres femmes et d'autres couples. On a eu beaucoup de difficultés aussi de ce point de vue, d'une différence de maturité, mais que puisqu'on a été persévérants, c'est pas par hasard que nous sommes des rares couples qui ont 43 ans ensemble, on a pu profiter du processus de la maturité qui arrive chez un et chez l'autre, et particulièrement chez l'homme, qui devient mûr bien plus tard. Et donc, je suis contente d'avoir eu cette patience, d'attendre que mon mari puisse être plus mûr et assumer ses responsabilités sur le couple, sur ce qui se passe. Quand nous sommes deux à le faire, c'est bien plus simple que quand il y a plutôt l'effort féminin
de maintenir un couple en vie sain et agréable et joyeux. Tout ça, c'est que Déborah vient de dire, c'est vrai. Mais maintenant, nous sommes dans une phase chaque fois plus tranquille. Ça fait une vingtaine d'années qu'on ne se dispute pas trop sérieusement et qu'on est en harmonie. On a augmenté beaucoup notre résilience individuelle au niveau d'une autonomie, d'une simplicité de vie. Ça, nous avons aussi comme notre point en commun, parce que nous sommes des gens on passe notre vie à simplifier la vie, notre propre vie personnelle et la vie des couples et de la famille. On essaye de nous détacher de toutes les choses matérielles, chaque fois moins, et préparer la mort. Et ça, c'est un truc que nous avons aussi en commun. C'est-à-dire, il y a tellement de points en commun que les challenges sont devenus aussi des choses en commun. Et je peux dire qu'après, on a beaucoup de choses qui nous rapprochent, comme cette envie de connaître les gens, de connaître les cultures, de voyager, de connaître le monde, d'élargir nos frontières dans tous les niveaux, pas seulement les niveaux matériels, physiques, mais aussi les niveaux spirituels. Et ça nous unit et il devient un rapport chaque fois plus solide. Et on voit ça dans ce dernier projet qui s'appelle Visiter le Nouveau Monde. C'est le projet que nous sommes en train de réaliser, la 3e phase. Nous sommes ici au Portugal, après avoir tourné 10 pays ou 12 pays en Europe, et pour connaître des communautés, plutôt éco-villages, parce que ça fait partie de ces projets-là, Visiter le Nouveau Monde, qui ont fait ensemble, et que c'est la 3e phase. Au total, ça sera 5 ou 6 étapes. Bien, on a bien compris quel est l'aspect, en quoi le couple sacré dans votre vie en particulier amène beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'alternatives. Comment pourriez-vous dire que le couple sacré maintenant devient une nécessité pour le monde? En quoi le couple sacré peut être utile au développement du monde et à son passage, on pourrait dire, dans le nouveau shift, dans le nouveau paradigme? Nous avons rencontré plusieurs initiatives dans ce voyage, Visiter le Nouveau Monde, qui sont tenues par des couples. Et qu'on peut voir que ça ne sera pas possible de chacun d'entre eux réaliser autant. Donc, il y a une force particulière quand un homme et une femme, et là, l'énergie yin, l'énergie yang se retrouvent, travaillent ensemble, recherchent une harmonie pour pouvoir agir sur le monde. Donc, je pense que c'est une vraie force. Et le monde a besoin des communautés ensemble pour affronter les difficultés et pour évoluer en tant qu'être humain, en tant que collectif, en tant qu'égrégore. Et je pense aussi que la force d'un couple peut aussi construire de nouvelles réalités. Nous sommes dans un monde que collapse dans tous les points de vue, le point de vue climatique, le point de vue politique, le point de vue économique, et construire une alternative ou entrer dans ce que j'appelle l'ère de la régénération va exiger beaucoup d'énergie ensemble.
Et donc, l'énergie communautaire, l'énergie d'un couple peut être un catalyseur de ces changements et de ces constructions d'écolieux, de fermes de régénération, de projets de tous les types tenus par plusieurs personnes ou par un couple. Donc, dans ce sens, oui, je pense que un couple peut réaliser et contribuer à cette régénération du monde et cette évolution qui est aussi spirituelle. Je veux ajouter que c'est important ce travail. En général, quand on a un couple, on réalise plus que les compétences de chacun peut réaliser tout seul, bien sûr, parce qu'il y a au-delà du travail de chacun, il y a quelque chose qui est construit comme résultat de de deux là, de cette union. Mais au-delà de ça, je pense que ça suffit pas. Et parce que tout est transitoire, nous sommes que des passagers et il faut penser à des choses qui vont pouvoir continuer même si l'un ou l'autre disparaît. Et c'est pour cela que je pense que tout le travail qu'on fait, on doit penser à pas un seul couple, mais tout un ensemble de personnes. Et je crois à un futur euh, en commun par des communautés qui soient pas grandes, trop grandes, parce que quand on voit des villes énormes, on perd un peu l'humanité, on perd l'échelle de l'humain. Et je crois que dans tout ce qu'on fait, il y a une espèce d'un champ énergétique où on fait notre empreinte de nos actions et aussi on prend l'inspiration pour réaliser les choses et pour avoir des toutes l'énergie pour continuer. Ça, c'est valide pour un couple, mais c'est aussi pour toute l'humanité. Et à mon avis, c'est là le secret. On doit penser euh, à, à cette sphère qui est invisible où nous avons d'abord la responsabilité pour tout ce qu'on fait. Parce que tout ce qu'on fait, il est imprégné dans ces champs d'énergie qui nous entourent. Et c'est là que soit un couple, soit une communauté, on doit avoir cette capacité de euh, voir que tout ce qu'on fait a une conséquence, a une euh, euh, je peux dire une réponse de l'univers. Et si on fait des choses qu'on pense qui sont positives, on, on pourra changer et contribuer, même qu'à petite échelle, on pense que quelquefois que nos projets, ils ont une petite échelle, mais je ne crois pas du tout à ça parce que chaque chose qu'on fait va avoir une influence et va contribuer à changer les, les, tous les, toutes les choses qui sont autour de nous. Ouais, mais merci d'avoir amené le couple dans la conscience collective, en fait, hein. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis là aussi, Emerson. C'est ouais, c'est super, hein. Euh,
pour conclure cette discussion, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été adressé, que vous aimeriez encore exprimer avant qu'on close cette interview? Je voudrais juste rappeler un couple sacré qui nous relie d'une certaine manière, qui est Sri Aurobindo et la mère, qui n'étaient pas un couple comme nous, mariés, qui vivaient ensemble et qui avaient des enfants, mais qui leur force ensemble ont construit beaucoup de choses dans lesquelles nous quatre, on se retrouve. Et donc, penser aussi aux couples sacrés et qui ne sont pas exactement des couples, mais des énergies féminines et masculines qui se retrouvent dans cette vie pour réaliser ce que l'univers désigne comme notre évolution. Et donc, il y en a plusieurs de ce genre de couples. Je pense que c'est intéressant de faire une référence et de les avoir comme inspiration. Ouais. Et je pense toujours qu'il n'y a pas de hasard. Les choses se passent dans un niveau plutôt, comme tu avais dit, d'une conscience collective et qu'il y a des synchronicités. Et une fois que nous sommes dans la cohérence, dans l'harmonie, soit avec nous-mêmes ou avec l'autre dans un couple, là, les choses vont se passer bien et on aura un résultat le meilleur possible pour l'ensemble, y compris tous les êtres vivants et tout l'univers. Merci beaucoup. Et je te rejoins aussi beaucoup, Emerson, en disant qu'il n'y a pas de petites tâches, il n'y a pas de petits détails. Chacun fait son petit travail au service du grand, et même s'il n'y a pas de grands résultats ou de choses extraordinaires, on contribue tous et on n'a aucune idée de quel va pouvoir être l'impact d'une petite pierre qu'on amène. Donc continuons tous à créer, à œuvrer pour ce nouveau monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour cette opportunité de nous exprimer et de donner une goutte d'espoir aussi pour les jeunes qui ont besoin. OK. Yes. Bye Au revoir. bye. Bye.